Bonsoir tout le monde, bienvenue sur le plateau de 5 sur 5 médias, Nicolas Panda à votre service et je vous retrouve sur ce plateau pour parler immobilier. Je suis agent à Avery S. Realtors à Rockville dans la région métropolitaine de Washington et nous sommes là ce soir pour notre émission du web Parlons Immobilier. Alors comme je vous l'ai promis la semaine passée, aujourd'hui, nous allons parler de l'investissement dans l'immobilier. Beaucoup de gens rêvent de le faire, beaucoup de gens se sont fait de l'argent avec, beaucoup de gens se sont ruinés avec. Vous voyez, ça vient dans les deux sens et tout. Mais bon, aujourd'hui, je vais plutôt survoler. Donc, on va aller sur quelques points, vous donner une idée ce qu'il faut faire, comment s'y prendre, quels sont les conseils dont on pourrait avoir besoin si quelqu'un décide de commencer à investir dans l'immobilier. Si c'est fait convenablement, en tout cas, toutes les chances sont de votre côté. Mais bon, il y a toujours un hic, donc il faut faire attention. Alors, l'investissement immobilier, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est un bon moment, comme les gens poseront la question avec toutes les catastrophes que nous avons eues des dizaines d'années passées, en ce qui concerne l'immobilier, est-ce que c'est un bon moment d'investir pour l'immobilier? Oui, c'est même parfait. Au fond, la période est parfaite pour l'investissement immobilier. Avec des crises immobilières qui ont eu lieu, qui ont continué jusqu'aux années 2009. 2010, 2011, le marché s'est stabilisé. 2012, les prix ont commencé à reprendre. Bien sûr, il y a pas mal de... bien sûr, il y a eu pas mal de gens qui ont perdu leur propriété immobilière. Mais bon, d'un côté, le marché reprend. Il est encore en train de reprendre. Il est au beau statut. Si vous pouvez, c'est le moment d'en profiter. Bien sûr, ceci est valable pour les gens qui sont aux États-Unis, comme c'est valable pour les gens qui sont en dehors des États-Unis. Parce que vous voyez, vous n'avez pas besoin d'être aux États-Unis ou bien d'être résident aux États-Unis pour investir dans l'immobilier aux États-Unis. Donc, tout peut être fait, tout peut être géré et tout. Vous n'avez pas besoin, honnêtement, vous n'avez pas besoin d'être sur place. Vous pouvez être propriétaire, bénéficier de tous les titres de propriété qu'un résident aurait sur place, sans pour autant habiter aux États-Unis ou y être résident. Alors, commençons par le commencement. Quels sont les genres d'investissement immobilier que quelqu'un pourrait faire s'il envisage investir dans l'immobilier? Le tout premier, c'est ce qu'on appelle le residential. Donc, c'est pour la partie résidentielle. La partie résidentielle, soit vous investissez, voilà, ça va recommencer. Excusez-moi. Soit ce sera un single home family, soit un townhouse, un condo, un appartement building, c'est-à-dire un immeuble que vous pouvez utiliser dans le cas de l'investissement. Bien sûr, quand je dis dans le cas résidentiel, il y a des petites subdivisions, c'est-à-dire que bon, il y a ceux qui achètent et qui revendent, il y a ceux qui achètent pour faire louer, et il y en a qui achètent, soit pour garder ou bien soit pour réinvestir dans le futur, dans le... Voilà, mais vous savez que je suis en train de perdre mon idée là, quelque chose. Bon, c'est soit vous vendez ou bien vous faites louer. Ben, en principe, c'est ça le je sais tout. Allons par les autres points et puis nous allons venir tout doucement en expliquant petit à petit ce qui se passe. Donc, après le résidentiel, quel autre genre d'investissement immobilier nous avons? Nous avons le commercial. Le commercial, c'est-à-dire les bureaux. Vous voyez, il y a des gens qui construisent, des énormes bâtiments et qui font louer les bureaux. Ça, c'est la partie commerciale, donc le commercial investment. À part cela, nous avons l'industriel. Vous voyez, des gens qui ont des terrains, qui ont des... je sais tout, donc ils utilisent justement pour... en titre de storage, donc pour le dépôt.
pour certaines activités, les quais, les tout. Donc ça, c'est encore une autre forme de titre d'investissement. Mais en général, le citoyen moyen, les citoyens moyens que nous sommes et tout, n'allons pratiquement pas dans ce domaine-là. Bien sûr, nous avons les mixed use. Ça, c'est sur une autre échelle. Nous n'allons pas en parler. Ça, c'est quelque chose dont il faudra vraiment un expert pour discuter. Et nous avons ceux, justement, qui investissent ce qu'on appelle le Real Estate Investment Trust, qui se base justement sur les actions bancaires pour investir dans l'immobilier. Ça a causé pas mal de dégâts, mais nous n'allons pas non plus nous attarder sur ce point-là. Donc, les points en général qui nous intéressent, nous, c'est beaucoup plus le résidentiel. Alors, en matière de résidentiel, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Comment est-ce qu'il faut s'y prendre? Vous savez, pour investir dans l'immobilier, vous n'avez pas besoin d'être un expert. La première chose dont vous aurez vraiment besoin, vous devez être résolu, c'est-à-dire vous devez être déterminé. Vous savez ce que vous voulez faire. Vous avez une idée de ce que vous voulez faire. Bien sûr, vous ne le savez pas. Mais c'est une idée, c'est-à-dire qu'au moment où l'idée, c'est-à-dire que vous tenez à investir, vous devez être déterminé, vous devez savoir ce que vous voulez faire. Parce que vous ne voulez pas dire, ah bon, écoutez, je vais essayer d'investir dans l'immobilier, ou bien acheter, revendre, ou bien faire quelque chose comme ça et tout, sans pour autant exactement savoir ce que c'est, parce que vous voyez, c'est quelque chose de risqué. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Donc, ne le faites pas au brouillon en disant que bon, je vais le faire et après ça, je vais recorriger. Non, 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 non. Soyez déterminés, soyez résolus dans votre objectif. Et à ce moment, on va y aller. La seconde chose, comme j'ai dit, vous n'avez pas besoin d'être expert. Vous n'avez pas besoin de 50 000 diplômes pour devenir investisseur. Vous y allez, renseignez-vous. Il y a des gens tout autour de vous. Lisez. Informez-vous. Nous avons accès à tellement d'informations de nos jours que vous instruire un tout petit peu sur ce qu'est l'investissement immobilier ne devrait pas être un problème. Donc, vous n'avez pas besoin d'être un expert en investissement immobilier. Vous aurez par contre les besoins des services de quelqu'un qui justement travaille dans l'immobilier. Par contre, si vous n'avez pas besoin d'être un expert, ce qu'on vous demandera justement, c'est vous devez être en mesure de faire votre devoir convenablement, parce que au moment où vous devez le faire, vous devez faire des recherches, il y a un tas de procédures, de choses que vous devez faire, et si vous prenez la chose à la légère, et vous vous dites que bon, celui-là l'a fait, pourquoi pas, de toute façon vous ne savez pas ce que lui il a fait pour réussir, et que vous prenez la chose à la légère, eh ben, bonjour les problèmes, hein, parce que ça, franchement, ça ne vous rattrape pas. Alors, il y a autre chose pour ceux qui n'aiment pas lire. Parce que vous voyez, je vous dis, vous n'avez pas besoin d'être expert, mais vous devez vous renseigner. Et ce qui fait partie du renseignement, il faudra apprendre à lire. Vous voyez, il y a des séminaires qui passent. Il y a des livres qui sont écrits. Hein, il y a même des livres pour idiots, for dummies. Ne vous en faites pas. Lisez-les. Vous avez besoin de lire pour vous renseigner justement sur la situation du marché, comment ça se passe, quelles sont les expériences des gens qui l'ont fait avant vous. Parce que bon, au moment où vous croyez que vous avez tous les éléments nécessaires, que vous savez ce qu'il faut faire et que vous allez vous lancer dans la chose, mais croyez-moi, c'est exactement le moment où vous allez atterrir, mais alors sans parachute, et vous allez vous casser la gueule magistralement. Cette opération-là, elle est très enrichissante, mais elle est très, on dirait, vicieuse. L'investissement immobilier, il faut vraiment faire très attention. Et puis, en tant que débutant, prenez conseil chez des gens qui ont déjà fait la chose avant vous. Comment ils s'y sont pris? Bien sûr, il y a des gens qui sont parfaits, ils vous donneront toutes les informations nécessaires, ils vous guideront sur la voie sans aucun problème. Comme vous connaissez les radins habituels que nous connaissons, qui vous diront jamais ce qu'il faut, parce que bon, ils assument qu'ils ont droit à le marché universel.
ce n'est pas grave. Pour ce genre de catégorie de gens-là, c'est pour ça qu'il faut lire. Vous voudrez apprendre à lire et à vous renseigner. Mais si vous avez quelqu'un de bien qui est prêt à vous guider et que vous secondez justement pour vous aider à entreprendre votre nouvelle aventure, faites-le, parce que c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui sait ce qu'il faut faire à côté de vous et qui peut vous guider dans les différentes étapes justement de la procédure d'investissement immobilier. Bon, en lisant, quand je vous ai dit qu'il faudrait que vous lisiez, que vous preniez quelqu'un qui s'y connaisse et tout, vous devez apprendre les termes, parce que vous voyez, si vous ne lisez pas, vous n'allez rien savoir. Si vous ne vous renseignez pas, vous ne sauriez pas quel terme... Vous savez, il y a un lingo, comme on le dit justement, il y a un langage. Vous voyez, les médecins parlent l'anglais ou le français qui c'est vrai en réalité, est le français ou l'anglais, mais vous savez comme moi que ce n'est ni le français ni l'anglais, quoi. Mais vous voyez un peu de ce que je veux dire. Mais justement, vous devez vous accommoder justement au langage, aux termes justement qui sont utilisés dans le monde immobilier. Et vous devez utiliser un peu de votre créativité. C'est-à-dire que, bon, il y a telle chose. On vous a dit que, bon, en mettant A et Z, vous aurez Y. Bon, si j'ajoute M et j'ajoute O quelque part, est-ce que ça n'arrangerait pas, ça ne donnerait pas quelque chose vous devez être créatif, c'est-à-dire que c'est pas une science exacte. C'est quelque chose qui va, c'est une évolution, c'est quelque chose qui... Bon, je ne dirais pas que c'est une science humaine, mais bon, c'est quelque chose qui évolue. Donc, c'est pas quelque chose de... C'est pas 1 plus 1 égale 2. C'est pas ça l'investissement. L'investissement, où ça va pas. Ou bien ça ne va pas, vous avez appris quelque chose, ou bien ça ne va pas, et puis après vous n'avez rien appris, et puis après, bon, c'est foutu pour vous, quoi. C'est aussi simple que ça. Et quand vous faites l'investissement, et ça, c'est pas seulement pour l'immobilier, vous devez avoir le sens du sacrifice. C'est-à-dire qu'au moment où vous décidez de vous lancer dans cette aventure, il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il y a des choses auxquelles vous ne devrez pas vous adonner. C'est-à-dire que d'abord, vous avez besoin d'argent, vous avez besoin d'essence, vous avez besoin de liquidité. Parce que bon, c'est vrai que vous avez des shows qui passent, il y a des livres, on vous dit vous pouvez commencer à investir sans pour autant avoir un seul sou. Mais quand vous regardez bien, vous avez besoin d'avoir des sous. Parce que si vous allez prendre un prêt à la banque, le prêt à la banque, ce n'est pas des aiguilles, c'est de l'argent. Donc, même en n'ayant pas, vous devez vous préparer financièrement. Parce que, vous voyez, le but d'investir, c'est quoi? C'est-à-dire de prendre une certaine somme d'argent, la lancer dans l'aventure, de la tourner et de gagner quelque chose au-dessus de cela. Donc, l'élément primordial, c'est la masse financière que vous mettez et qui va vous servir à investir. Donc, pour mettre cette masse ensemble et tout, ça veut dire que bon, il y a certaines petites facilités dont vous voudrez, parce que bon, si vous êtes riche et vous êtes milliardaire, bon, écoutez, oubliez ce que je suis en train de vous dire. Mais bon, si ce n'est pas le cas, si vous êtes comme vous et moi et tous les gens normaux qui circulent les rues tous les jours, vous savez très bien que bon, écoutez, si je veux mettre 1 000 $ de côté par exemple, bon, ce mois-ci, bon, je me priverai de lait, par exemple. Vous savez, des petites choses comme ça. C'est juste pour vous expliquer ce qu'en principe il faudra faire et tout. Parce qu'il n'y a rien, quand on vous met ces jolis shows à la télévision, en vous disant, mais j'ai fait telle chose, et après autant de mois, ça s'est transformé en telle chose, telle chose. Ça, ce sont les gros prints qu'il y a dessus. Personne ne vous lit les fine prints qu'il y a en dessous, parce que ce n'est pas aussi évident. Vous voyez, parce que si c'était évident, il y aurait combien de milliardaires sur l'immobilier? Je dis, il y en aurait beaucoup. Si c'était tellement facile et tout, il y en aurait beaucoup. Mais bon, c'est pas quelque chose où vous levez et dire, mais écoutez, ça, how hard that can possibly be? Donc, vous levez le matin, vous dites, bon, j'ai mon argent, je vais acheter cette maison-là, je vais la réarranger un tout petit peu, je vais la flip, donc je la revends, je gagne mon argent et je vais dessus. Non, si c'était aussi facile, bon, écoutez, dans ce cas-là, tout le monde prendrait des prêts, on achète, on fait, puis après ça continue comme ça. Non, c'est quelque chose de risqué. Vous le faites, c'est bon, vous le faites quelquefois, ce n'est pas bon. Une fois vous le faites, vous gagnez gros, une fois vous le faites, vous perdez gros. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas quelque chose
qui va vous tomber du ciel. C'est-à-dire que bon, quand vous gagnez gros, mais quand vous gagnez pas gros, c'est autre chose. Bon, dans la même science, dans la même direction de la lecture et tout, je sais qu'il y a des calculatrices, mais bon, apprenez quand même un peu de calcul mental. Donc, retrouvez-vous un peu dans les maths de base, comme on dit les basic maths. La comptabilité de base, apprenez-la un tout petit peu. C'est-à-dire que éduquez-vous avant de commencer cette chose. Ce n'est pas seulement pour l'immobilier, c'est pour n'importe quelle chose. Même, vous voyez, nos mamans là qui vendent au marché, quand on va au pays et tout, elles savent que bon, il y a son capital, elle a acheté telle chose, elle a payé ceci pour son transport, elle a dû payer le monsieur qui lui portait son sac, je ne sais pas, de manioc, qu'elle a dû revenir. Bon, tout ça fait partie de son capital, donc elle sait comment gérer sa chose, son petit commerce. Elle sait comment gérer sa comptabilité. Elle ne connaîtra peut-être pas tous les grands théorèmes que vous connaissez et tout, mais les théorèmes de base dans sa tête, elle sait exactement comment ça se passe. Et c'est la même, au fond, c'est valable pour n'importe quel business ou bien n'importe quel investissement que vous comptez commencer. Et quand vous voulez le faire, vous voulez faire cet investissement et choses et tout, ayez un plan, écrivez un plan. Vous dites, bon, écoutez, ça c'est ce que je compte faire. Donc je compte faire point 1, A, point 2, B, point 3, C, et puis après vous faites votre plan, bien sûr avec des conseils par-ci par-là, bien sûr vous vous serez renseigné et tout, et vous établissez votre plan. Et avec cela, vous savez que quand vous allez commencer votre chose, au fur et à mesure que ça avance, vous effacez, donc vous effacez les points énumérés et vous avancez petit à petit. Et n'oubliez pas, c'est quelque chose, c'est un risque. Donc ça ne veut pas dire forcément que même en suivant votre plan à la lettre ou bien à la virgule, que cela marchera convenablement. Bon, le business est à vous, parce que c'est vous qui comptez investir, c'est vous qui comptez acheter le bien immobilier et l'investir. Mais bon, il est mieux que vous le regardiez avec les yeux de quelqu'un qui est en train de traiter le business de quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui est en train de gérer le business de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire ne vous dites pas, bon, de toute façon, c'est à moi, même si je fais telle chose, ce n'est pas grave, je sais comment je vais me rattraper pour combler ce vide-là. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Donc, vous le traitez froidement, comme si vous n'avez absolument rien à voir là-dedans, comme si ce n'est pas à vous, comme si c'était le business de quelqu'un d'autre. Vous le faites, et puis après, on s'y met. Bon, maintenant, vous avez cela, vous avez votre business sur ce plan et choses et tout. Assurez-vous qu'en plus de vos petites compétences de comptabilité, là, vous avez un bon comptable. Mais pour commencer, quand c'est tout le tout début et tout, prenez ce qui est de base. Ne cherchez pas trop de complications, parce que bon, vous n'allez quand même pas commencer par acheter un grand bâtiment et mettre des bureaux dedans. Je ne pense pas. C'est-à-dire que bon, comme toute personne normale est censée, qui bouffe la nourriture préparée normalement, vous allez commencer par quelque chose de petit. Et quand vous commencez par quelque chose de petit, ne commettez pas l'erreur de certaines personnes et tout. On dit, bon, il y a une maison sur le marché, je vais acheter la maison elle est vendue à 50 000 $, à titre d'exemple. Bon, c'est-à-dire que vous voulez faire une marge de bénéfice qui est un peu irréalisable. Non, allez-y petit à petit. Parce que vous voyez, vous mettez votre marge de bénéfice à 10, 15 ou 20%. Devinez quoi? Vous achetez la maison, vous la refaites, vous la revendez vite, même si la marge de bénéfice est petite, et ça vous permet de continuer, c'est-à-dire de refaire la même opération, mais avec des chiffres différents, et c'est comme ça que vous allez évoluer. Et si vous vous dites que, bon, écoutez, moi j'ai acheté ma maison à 50 000, je vais faire les travaux qui sont appropriés. Les travaux vous ont coûté peut-être, disons, 15 000 $ pour remettre la maison sur le marché. Vous dites, bon, écoutez, j'ai déjà dépensé jusqu'à 65 000 $. Bon, je vais vendre la maison au moins à 120 000 $.
Mais le nombre de jours où votre propriété que vous allez, va rester sur le marché, là, qu'elle va traîner, vous ne voyez pas que c'est de la perte? Parce que quand on vous dit le temps et de l'argent, ça commence justement dans le système d'investissement. Bon, mais bon, fermons cette parenthèse-là un tout petit peu et allons-y petit à petit pour voir justement comment on identifie l'objet de son désir et comment est-ce qu'on compte procéder. La première chose, vous voulez investir dans l'immobilier. Vous devez d'abord trouver le bien. Comment est-ce que vous trouvez le bien? Vous avez appris les crises qui se sont passées. Vous savez qu'il y a des propriétés, des saisies de banques, donc les foreclosures et des bank-owned qui existent sur le marché, qui sont accessibles justement par le biais des agents immobiliers. Vous contactez un agent immobilier qui a justement accès à ces propriétés-là. Bien sûr, ça peut être un single home family, ça peut être un condo, ça peut être un townhouse, comme ça peut être un terrain. C'est pas forcément un terrain, c'est un bien immobilier. Vous avez la liste des biens qui sont là. Bon, maintenant là, vous devez traiter la chose justement en tenant compte, au fond c'est comme une maison dans laquelle vous allez y habiter. Parce que vous voyez, quand vous vous dites, ah bon, dans tel quartier, on vous a mis une maison qu'on vend à... Prenons un exemple réel. On vous met un townhouse à Baltimore qui a 4 chambres à coucher, 3 salles de bain et demi avec un walk-out basement, qui est un foreclosure, que la banque met sur le marché à 69 000 $. Ça, c'est un exemple réel. Ça, c'est réel. Vous le cherchez, excusez-moi, vous trouverez cette information-là. La maison est là à 69 000 $. Vous voyez la maison, vous dites, ah bon, elle m'intéresse. Ça, c'est la maison que je veux absolument investir sur celle-là et choses et tout. Mais non, est-ce que vous avez fait vos recherches, vous avez fait votre devoir? Votre agent immobilier vous a trouvé la maison et tout. Commencez à voir une chose. Vous ne vous arrêtez pas au premier choix que vous voyez. Visitez, c'est comme si vous achetiez votre maison. Visitez plusieurs, c'est-à-dire comparer avec plusieurs propriétés. Après avoir comparé et que vous avez trouvé et tout, et quand vous devez faire votre recherche, parce que la recherche, vous avez votre agent immobilier, mais attendez, il y a un autre moyen de trouver les propriétés. Vos journaux locaux. Parce que vous voyez, il y a les auctions à la cour. Dans la section des journaux, il y a une section qui est legal, the legal section. La section légale, vous savez, pour toute maison que la banque saisit, que la banque va saisir et qu'elle va revendre aux enchères, ça doit être publié dans les journaux locaux. Donc pour ceux qui sont à Washington, le Washington Post. Vous passez dans les legal notices. On vous donne le nom, on vous donne l'adresse de la propriété, on vous donne le nom des notaires, donc des avocats qui vont justement procéder à l'auction, et on vous donne la date à laquelle l'auction va avoir lieu. Une fois que la propriété va sur l'auction et tout, là maintenant elle reprend, l'agent immobilier. Donc au fond, vous avez une avance, parce qu'avant que ce soit sur le système, vous pouvez le voir dans les journaux locaux. Vous les voyez, si vous pouvez, vous allez voir justement les bureaux des juges, parce que les bureaux des juges et tout, vous allez à l'auction et vous pouvez acheter ces maisons-là à l'auction. Ça, ça n'a rien à voir avec l'agent immobilier. Vous allez en auction, mais la seule chose, c'est que quand vous allez en auction, vous devez avoir du cash. En auction, vous avez pas mal de chances d'avoir vraiment des très très bonnes propriétés à un prix ridicule, mais alors ridicule. Vous avez le cash en main, on vous demande bien sûr de payer une caution de 10 000 ou 20 000 $, quelquefois c'est 25 000 $, ça dépend de la taille de la maison. Vous suivez les informations, vous allez à la cour, comme on est ici au Maryland, à la cour de Rockville, à Montgomery County par exemple, ou bien à Greenbelt pour les gens qui sont à PG County. Et au moment où ils font l'auction, si vous avez le cash, vous achetez la maison. Donc là, vous l'achetez directement avec les notaires, la transaction est finie, vous n'avez pas besoin de l'agent immobilier. Bon, pour les maisons qui n'ont pas été vendues lors de l'auction,
Celles-là, les banques ont récupéré et ce sont ces banques, ce sont ces maisons-là justement qui reviennent dans le système. Vous avez ces maisons-là. La maison est là, le prix est là et tout. Vous allez sauter dessus aveuglement? Non! Essayez de voir le quartier dans lequel est située la maison. Est-ce que c'est un quartier... Quelle est l'infrastructure du quartier? Et c'est un quartier qui est bon. Est-ce que vous voyez, vous visitez le quartier. Essayez de vous imaginer quel sera le quartier 5 ans, 10 ans, à partir du moment où vous allez visiter le quartier. Vous voulez voir comment le quartier évolue. Si vous êtes dans un quartier de drogués, excusez-moi, vous savez très bien que votre maison restera là sur le marché pendant... Au fond, vous allez vous embourber si c'est le cas. Si vous êtes dans un quartier, justement, où il n'y a pas d'activité économique, où tout est morne, pourquoi vous allez vous compliquer la vie, même si la maison, vous la vend à 1 000 $, pourquoi vous allez la prendre et tout? Parce que qui va l'acheter? D'abord, la maison, les gens sont désœuvrés, la plupart des gens qui habitent le quartier sont des chômeurs. L'infrastructure de quartier, elle est questionable. Et vous allez vous mettre là, vous dites, bon, comme la maison est vendue à 1 000 $, je vais l'acheter à 1 000 $, je vais la ranger, je vais la revendre. Mais vous allez la revendre à qui? Un quartier où il y a plein de chômeurs, ou qui n'est pas intéressant, bien sûr, quand il y a plein de chômeurs, des gens qui sont désœuvrés, qui ne travaillent pas, le banditisme est là, il y a pas mal de facteurs qui arrivent et tout. Quelles sont les chances que vous allez pouvoir liquider votre maison, que quelqu'un de bien, justement, une fois que vous aurez arrangé votre maison, achètera votre maison? Ça, c'est un devoir que vous devez faire. Vous devez faire des recherches, vous devez y aller tout. Vous devez voir s'il y a des centres commerciaux à côté. Vous devez voir si, par exemple, si vous voulez prendre ces maisons dans le cas pour les locations, c'est-à-dire que vous voulez acheter un immeuble et que vous voulez faire louer et tout, regardez au moins la plupart des gens qui louent, bon, et qui essayent de voir un peu la proximité du transport, le transport en commun. Est-ce que le transport en commun est accessible facilement à l'endroit où vous êtes intéressé par la maison? C'est bon, parce que vous voyez, quand l'accès est facile, quand les écoles sont bonnes, quand il n'y a pas de matière chimique douteuse dans le coin, quand ce n'est pas un quartier où le taux de chômage est excessivement élevé, donc où il n'y a pas de chance justement que la maison soit liquidée dans un temps record ou qu'elle soit achetée tout court, il faut vraiment vous informer, quoi. Vous faites cela, une fois que vous aurez fait cela et tout, c'est bon. Maintenant, pour vous, les gens qui investissez pour la toute première fois, il est mieux que vous investissiez, c'est-à-dire ne le faites pas, c'est pas un truc par état, c'est-à-dire que vous ne vous dites pas que, bon, écoutez, vous êtes ici à Washington et vous allez investir à Miami. Vous savez combien de temps ça prend de conduire de Washington à Miami? Ça va prendre quelque chose comme 17 heures. S'il y a une urgence et tout, c'est un peu compliqué. Pour votre première expérience, si vous le faites après, et vous avez déjà pris la visite, voilà, c'est des conneries, quand ça veut sortir, ça sort. Quand vous avez déjà pris votre vitesse de croisière dans l'investissement, vous décidez de vous étendre sur d'autres États, c'est intéressant. Mais si c'est votre toute première expérience, c'est la toute première fois que vous le faites et tout, essayez de prendre vos priorités dans un endroit qui n'est pas loin de l'endroit où vous habitez. Comme ça, vous pouvez suivre l'évolution de votre investissement et voir justement ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire que bon, s'il y a une urgence, il faut apporter quelque chose de nouveau, vous pouvez le faire. Mais si vous êtes beaucoup trop loin, ça ne peut pas aller et tout. Et puis, quelquefois, quand vous allez visiter des propriétés ou bien quand vous arrivez quelque part où vous cherchez justement l'objet même de ce que vous voulez investir, quelquefois, écoutez-vous, utilisez votre bon sens. N'allez pas aveuglement. On dit, ah, mais cette maison-là, elle ressemble comme les townhouses qu'il y a à Georgetown, à DC, où bien sûr, ces mêmes townhouses coûtent quelque chose comme 3 ou 4 millions de dollars. Oui, mais bon, elle ressemble au townhome qui est à Georgetown, mais vous êtes à Baltimore. Vous êtes à Baltimore. À Baltimore, cette maison, elle ne coûte pas 4 millions. Et en plus de ça, vous êtes dans un coin justement où il y a des tas de désœuvrés, les gens sont dans la rue, ils fument, ils font ce qu'ils font, il y a des liquor stores à tous les coins. Vous croyez vraiment que quand vous allez acheter cette maison-là, le transport en commun à une certaine heure, il ne passe pas? Vous croyez vraiment que vous allez faire une bonne affaire si vous faites cela, même si le prix est intéressant? Donc, regardez, étudiez
les alentours, étudiez l'environnement et puis lancez-vous. En plus de ça, quand vous avez trouvé la maison, supposez que vous avez fait votre étude convenablement et vous êtes tombé justement sur une maison où vous croyez dans un quartier où il y a de l'avenir, faites venir un contracteur, visitez la maison avec le contracteur et votre agent immobilier et laissez-le évaluer justement le coût des travaux que ça vous coûtera si vous devez remettre cette maison-là sur pied. Donc en prenant une maison, comme je vous ai parlé de la maison qui coûtait 69 000 $ à Baltimore, et que maintenant, bien sûr, vous avez fait l'étude de l'environnement, vous avez parlé avec les gens du quartier, le transport est bon, l'infrastructure est bon, l'activité économique du lieu est bien, c'est-à-dire que bon, tout est OK. Donc c'est la maison qui vous intéresse et vous voulez l'acheter. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire vos calculs de rentabilité. Et c'est quoi les calculs de rentabilité? C'est-à-dire que bon, vous revisez le prix d'achat. L'achat, la maison va vous coûter 69 000 $. Vous devez ajouter vos coûts de rénovation. Vous allez renouveler la maison en ajoutant par exemple les 30, si ça coûte 30 000 $ pour rénover, disons que bon, la maison arrive à un prix de 100 000 $ en arrondissant bien sûr. Vous devez ajouter certains frais, c'est-à-dire que bon, il y a les taxes de propriété. Est-ce que bon, il y a une association communautaire qu'il faut payer chaque mois? Mettez tout cela en considération. Vous devez mettre votre marge de gain, parce que n'oubliez pas, vous achetez la maison pour la revendre. Et dans les frais inclus, quand vous devrez revendre votre maison, vous devrez utiliser les services d'un agent immobilier. Donc, vous devez ajouter le pourcentage de ce que vous allez payer à l'agent immobilier, y compris les frais fiscaux, les taxes fiscales, justement, les impôts et tout, y compris tout ce que vous avez dépensé justement pour remettre la maison sur pied. Donc, mettant tout cela et tout, on met à titre d'exemple, on met la somme de tout ceci et ça vous donne, disons, avec votre marge de bénéfice, hein, ne l'oubliez pas, vous êtes arrivé à 125 000 $. Ça, c'est un exemple maintenant, parce que bon, ça peut varier d'une personne à l'autre et tout. Maintenant, faites l'étude du quartier et voir justement à combien une maison qui est dans l'état de la maison que vous avez achetée, c'est-à-dire que vous avez rénové, que vous avez remis sur pied et qui est bien pimpante, toute neuve, bien moderne, à combien est-ce qu'elle revient et combien de temps cette maison-là est restée sur le marché, parce que bon, vous allez y aller ici, le quartier est là, nous sommes à la fin du mois de juillet. La dernière maison qui a été vendue là, c'était en octobre 2013. Ça ne vaut pas la peine. Donc, ça fait partie justement des recherches et des devoirs que vous devrez faire. Donc, vous regardez, si le temps est bon, vous regardez les maisons qui ont été liquidées avant, dans quels états elles étaient et à combien elles ont été vendues. Et là, vous le faites. Quelquefois, d'ailleurs, même pour accélérer le processus, vous pouvez mettre un prix un peu plus bas par rapport à la concurrence. Comme ça, la maison est vite liquidée et vous êtes sur votre prochaine aventure. Mais bon, ne cherchez pas. Vous voyez, c'est un truc que vous êtes en train de commencer, que vous êtes en train d'entamer. C'est une expérience, c'est un risque. C'est-à-dire que bon, il est possible que vous tombez sur une bonne propriété, que vous avez fait ce qu'il faut et que pour une raison ou une autre, quelque chose est arrivé dans l'environnement de la maison que vous avez achetée et que la valeur de la maison subitement a chuté. Donc, au lieu de... La marge de bénéfice devient une marge de perte. Mais c'est quelque chose qu'il faut faire, mais que ça ne vous décourage pas. Vous savez, un investisseur, c'est quelqu'un qui prend des risques. C'est quelqu'un qui prend des risques. Et si ça va, tant mieux. Si ça ne va pas, ça devrait être tant pis. Et vous continuez. Donc c'est pour ça que quand vous décidez de prendre des finances et tout, il est mieux que vous travaillez avec votre propre argent. Que vous ne preniez pas exactement, donc ce soit pas la liquidité que vous avez ne soit pas basée vraiment sur des prêts, parce que si
il y a problème et que la transaction n'est pas bien passée et que vous avez perdu, vous aurez un problème à ce moment-là. La semaine prochaine, bien sûr, nous essaierons de parler un peu dans le cadre justement de l'investissement immobilier, les gens justement qui achètent pour louer, pour faire louer les propriétés. Il y a toute une série de choses qu'il faut faire et il y a des facteurs à considérer justement. On ne peut pas y aller comme ça. Juste parce qu'on se dit, bon, on achète, on tombe sur une maison, on la retape, on la revend. Non, parce que vous ne savez pas. Il y a 10 ans, le terrain était bien. Dernièrement, c'était devenu un taudis, on jetait tous les trucs, tous les produits chimiques qui venaient de Dieu seul sait quelle usine de PG County et qu'ils ont décidé de déverser et tout. Il y a des risques. Et il y a beaucoup de facteurs qui peuvent intervenir justement, qui peuvent faire échouer votre première, disons, session d'investissement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut, il faut vraiment considérer. Bien sûr, il ne faut pas être... il ne faut pas avoir un gros cœur et essayer de se dire, bon écoutez, la maison, elle est là, j'ai payé un total de 125 000 $ pour la remettre sur pied. Bon, il me faut absolument que je gagne au moins 60 ou 50 000 $. Non. Vendez comme vous pouvez. Votre marge de bénéfice, quand vous commencez, qu'elle soit petite. Parce que plus vite elle est vendue, plus vite vous racheterez une autre propriété, vous la retaperez et vous y allez. Et c'est ce qu'on appelle le flipping. Vous achetez. En général, vous savez, les gens qui font le flipping, et vous pouvez vous renseigner justement chez d'autres investisseurs et tout, ils ne cherchent pas une large marge de bénéfice. C'est-à-dire que ce qu'il faut, ça peut être 10 000, 15 000 $, mais s'il peut le faire plusieurs fois, et ça dépend bien sûr de la dimension de la maison, il gagne son argent. Mais ce que je veux aussi vous dire, je vais justement ajouter, au moment où vous décidez de vous lancer dans l'investissement immobilier, il y a une bonne expression qui dit en anglais « Don't quit your day job ». Donc ça ne veut pas dire que bon, vous avez vendu votre première maison, que c'est bon, maintenant vous laissez, si vous êtes un salarié, vous laissez tomber votre travail et vous allez vous dire que bon, et vous savez, hein, maintenant que j'ai déjà vendu 2 maisons, nous sommes au mois de juin et j'ai déjà gagné, j'ai déjà fait 50 000 $, donc j'assume que je vais vendre encore 2 autres maisons et que je gagnerai encore 50 000 $ et que vers la fin de l'année j'aurai 100 000 $, n'oubliez pas, c'est l'investissement. Ça peut aller haut, comme ça peut aller bas. Donc, vous assumez que les choses vont aller comme ça et que ça ne marche pas comme ça. Au lieu de gagner, vous perdez. Vous serez le premier qui sera désolé. Mais bon, pour résumer un peu ce qui a été dit pour l'investissement justement immobilier, c'est un moyen par lequel, si vous le faites de façon lucide, vous le faites de façon responsable et que vous avez du bon sens et que vous vous renseignez convenablement, c'est un moyen très lucratif justement de vous faire de l'argent. N'alliez pas. N'y allez pas. Je ne vais même pas faire de commentaire cette fois-ci. N'y allez pas à la légère. Prenez le temps de vous renseigner, de faire vos recherches, de vous entourer de gens qui savent ce que ça implique. Et instruisez-vous, c'est-à-dire lisez. Il y a la télévision, il y a l'Internet, il y a les journaux. Il y a tout. Les maisons qui vous intéressent, que vous voulez prendre, c'est celles qui vous intéressent. Là, je parle du residential parce que je ne parle pas du commercial et je ne parle pas encore du retail parce que ça viendra justement dans le cas du property management dont on va parler la semaine prochaine. Renseignez-vous, prenez les informations dont vous avez besoin et n'y allez pas comme ça, la tête la première. N'assumez pas que bon, de toute façon, qu'est-ce qu'elle est en train de raconter? Moi, je connais quelqu'un qui a fait ça et lui s'en est bien sorti et tout. Mais vous allez y aller. Et puis après, du jour au lendemain, là, on est vers la fin on est vers la mi-été, non? Vous savez très bien ce qui se passe quand l'été finit et tout. Il y a des ouragans, il y a des pluies, il y a des choses, il y a des glissements de terrain et tout. Vous achetez une maison, le terrain, c'est-à-dire que bon, tout ce qui semblait être très bien, pour ceux qui sont de Baltimore, vous vous souvenez de ce qui s'était passé au printemps? Une route tout entière s'est effondrée après des jours et des jours et des jours de pluie. Ça, c'était pas un terrain à risque.
Mais la situation, les calamités naturelles de façon dont c'est arrivé, a fait que ce phénomène est arrivé. Donc ça peut arriver comme ça, sans que les gens prévoient justement ce qui peut arriver. Et si votre propriété était dans les environs justement de là où ce phénomène-là s'est passé, devinez quoi? Qui va acheter une maison dans une maison qui va se transformer en ravin quelques semaines ou bien après la prochaine pluie? Personne. Or, qui s'attendait à ce phénomène-là? Personne. Puisque c'est quelque chose qui n'a pas été prévu. Donc, faites vos devoirs convenablement. C'est un risque. Informez-vous, vous pouvez trouver vos propriétés. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que les agents immobiliers. Vos journaux locaux, c'est-à-dire que ceux qui sont en Philadelphie, Philadelphia Post, il y a le Washington Post, il y a... vous connaissez vos journaux, je peux pas, vous savez, il y a 50 États aux États-Unis, je ne peux vraiment pas aller sur tous les journaux. Mais en tout cas, les journaux principaux. La section legal, donc la section légale. Là où il y a les auctions, on vous met toujours le nom des trustees, donc les avocats qui sont en charge de faire l'auction, qui vous donnent l'adresse des maisons et tout. Ce qui peut vous aider justement pour si vous voulez localiser la maison et que vous n'êtes pas dans les environs de la maison, vous pouvez demander à votre agent immobilier de chercher dans leur système. Comme ça, vous avez une idée de à quoi ressemble la maison et si le quartier et l'environnement du quartier justement est bon. Mais si vous allez en auction, il n'y a pas de refinancing, il n'y a rien du tout. Là-bas, c'est du cash. Mais si vous avez assez de cash, vous tomberez sur des opportunités qui, franchement, vous couperont le souffle. Parce que le problème de la banque à ce moment-là, c'est de récupérer l'argent que l'ex-propriétaire devait. Vous savez, il y a des gens, ils ont pris des prêts hypothécaires qui devait durer 30 ans. Ils ont payé pendant 30 ans et supposé qu'ils ont pris des maisons dans la fin des années 80. Là, 20 ans plus tard, il y a eu problème et ils sont incapables de s'acquitter de leurs obligations financières vis-à-vis du prêt hypothécaire. Et ils perdent leur maison comme ça. Donc ça, c'est une maison, dans la fin des années 80, la maison a coûté combien? Le prix ne ressemble pas au prix d'aujourd'hui. Ces gens-là avaient assez d'équité, donc ils ont déjà payé pendant 20 ans. Donc ce qui restait à payer n'était pas beaucoup. Le problème de la banque, c'est de récupérer l'argent, justement, qu'ils n'ont pas pu récupérer. Donc ce qui veut dire que quand vous allez en auction, les maisons, la banque essaie de récupérer ce qu'ils devaient. Donc si la maison coûtait 150 000 $ dans le temps et que les gens ont déjà payé jusqu'à 100 000 $, vous allez vous retrouver avec une maison qui ne coûte que 50 000 $. Vous avez le cash, vous avez la maison. Et c'est une maison, vous l'avez là dans un quartier qui est très bien, le transport est bien, il y a des activités commerciales, l'infrastructure elle est parfaite, la population, la démographie est parfaite, c'est-à-dire que tout est bien dans le jeu et vous vous retrouvez dans une maison parce que vous avez le cash, vous avez un prix dérisoire, vous pouvez vous faire une excellente affaire. Donc renseignez-vous, lisez vos journaux, vous devez lire beaucoup quand vous faites l'investissement, même ceux qui jouent à Wall Street, ils lisent beaucoup, croyez-moi. Et quand vous faites l'investissement, vous devez lire beaucoup parce que vous devez suivre, vous devez savoir ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché peut être bon, demain, il ne sera pas bon. Vous avez une belle maison en plein Georgetown, le lendemain, il y a une bombe qui tombe sur Georgetown, la maison ne sert plus à rien. Parce que plus personne ne veut rester à Georgetown. Bien sûr, à titre d'exemple, hein, que Dieu nous préserve de cela et choses et tout, mais bon, c'est un exemple. Donc là, nous allons nous arrêter là-bas, mais attendre, justement, je vais résumer un tout petit peu ce que j'ai voulu dire. C'est-à-dire que pour l'investissement immobilier, c'est une chose très lucrative. Est-ce la période pour investir aux États-Unis? Oui. Le moment est même parfait, justement, parce que les prix sont encore très raisonnables. Les taux d'intérêt sont impeccables. Mais bien sûr, ça c'est pour les gens, quand je parle des taux d'intérêt, ça c'est pour les gens qui habitent ici. Pour les gens qui sont à l'étranger, le marché est ouvert. Vous qui êtes dans la zone euro, ceux qui sont dans les zones, la livre sterling et tout, vous êtes au paradis pour le moment parce que le dollar est toujours beaucoup plus faible justement que l'euro. Vous n'avez pas besoin d'être résident pour pouvoir investir dans l'immobilier aux États-Unis. Vous n'avez pas besoin d'habiter ici. Il y a des propriétés, il y a des gens justement qui vont vous gérer vos biens immobiliers. Et ça, ce sera l'émission justement de la semaine prochaine.
vous voulez investir dans le résidentiel, en tout cas, point numéro 1, assurez-vous que vous trouvez l'objet justement de votre investissement, c'est-à-dire une bonne maison, une bonne propriété. Donc vous définissez votre lien, ça ce sera le 1. 2, vous ferez vos recherches pour être sûr que tout se passe dans les normes comme il faut. Si c'est la toute première fois que vous investissez, n'allez pas trop loin de là où vous habitez. Comme ça, vous pouvez suivre l'évolution de votre investissement au fur et à mesure qu'il avance. Prenez conseil, ça ce sera le point qui suit, par les gens qui ont déjà fait ce genre de transaction et qui s'y connaissent. Suivez votre bon sens et votre instinct et bien sûr, lisez beaucoup. Lisez beaucoup, vous en avez besoin. Vous devez vous informer, vous devez être au top de ce qui se passe et tout. On ne vous demande pas des PhD dans cela et choses et tout. C'est quelque chose de petit, faites-le comme il faut et tout. Une fois que vous avez votre bien, vous avez identifié votre bien, vous avez fait votre recherche et choses et tout, faites vos calculs de rentabilité. Voyez ce que ça peut vous apporter et tout. Bien sûr, financez votre investissement, soit ce sera cash, soit après financement, quelle que soit la source par laquelle vous allez financer votre investissement, cela vous revient et tout. Et restez informé sur tous les aspects de votre investissement. Et puis, ne soyez pas trop gourmand, c'est-à-dire, il y a des risques dans l'investissement. Mettez une limite, c'est-à-dire ne cherchez pas à faire de trop grands bénéfices en un seul coup. Ça ne vaut vraiment pas le coup parce que si vous le faites, vous gâcherez du temps parce que votre bien ne sera pas vite liquidé et vous allez vous retrouver, au fond, vous allez perdre du temps et de l'argent parce que le temps où la personne qui s'est arrangée à avoir une faible marge de bénéfice a décidé de réinvestir, vous vous en serez là quand la personne sera déjà à son 3e investissement. Donc c'est cela. Pour ce soir, on s'arrête là. La semaine prochaine, nous allons nous attarder sur le property management, c'est-à-dire que bon, vous avez une propriété, comment est-ce qu'elle doit être gérée. C'est valable pour le résidentiel, pour les gens qui mettent des locataires. C'est valable pour le commercial, au moment où vous avez des buildings, des immeubles où il y a des bureaux et tout. C'est valable aussi pour le retail, c'est-à-dire les shopping malls, les magasins et tout. Donc, tout cela s'applique. Je n'irai pas sur l'investissement qui va sur le trust, parce que ça, c'est beaucoup plus compliqué et ça demande des compétences supplémentaires que je n'ai pas, parce que je ne vais pas me vanter, hein, je ne connais pas tout. Et tout. Et nous allons nous retrouver pour cela. Donc, si vous avez des questions, parce que bon, je n'ai pas tout couvert. Vous avez sûrement des questions qui sont liées. Vous avez peut-être une ou deux choses, même plus que ça, que vous aimeriez comprendre. Envoyez-nous les questions à 5 sur 5 médias et je prendrai le temps justement d'étudier vos questions et de trouver les réponses appropriées. Donc, je vous remercie et je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.